téléspectateurs. Je voudrais d'abord vous remercier de l'initiative que vous avez prise pour venir vous entretenir avec moi sur un sujet de préoccupation majeure dans notre région. Un sujet qui a une importance avérée pour notre avenir et pour nos intérêts. Et je suis Ahmed Hamid, de formation statisticien et économiste. J'ai servi dans mon pays, le Niger, au ministère du Plan pendant plusieurs années, ensuite au ministère des Finances. J'ai servi dans les projets de développement de mon pays, ensuite je suis allé dans le secteur privé pour entreprendre ma propre activité. J'ai créé un bureau d'études sous forme de société avec d'autres experts. J'ai travaillé dans le secteur international, donc au niveau des organismes de développement, des organismes multilatéraux. Et enfin, donc, je me suis retrouvé ici à la CEDEAO en tant que commissaire en charge du commerce, de la douane, de la libre circulation. Il y avait également l'industrie et les mines qui ont été, suite à la réforme récente et l'ouverture d'autres départements, que ces deux secteurs ont été, donc, ils ont été enlevés pour être érigés en départements indépendants. Voici un peu donc, j'ai en gros 30 ans d'expérience professionnelle derrière moi. Maintenant, la question que nous voudrions vous poser, M. le Commissaire, quels peuvent être les enjeux liés aux APE sur les plans économiques et sociaux du point de vue de la CEDEAO? Je pense que l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne est dérivé, il est dérivé du projet d'accord entre l'Union européenne et les ACP. Donc il y a plusieurs régions, notre région comme les autres s'est engagée aussi dans le processus de négociation. Nous avons négocié en fonction de nos intérêts, en fonction de nos spécificités, de notre profil économique et social. L'Union européenne, ce n'est pas la première fois que nous allons rentrer en échange commercial ou en accord avec l'Union européenne. En fait, c'est un accord, c'est le prolongement d'un accord qui existe déjà, qui prend ses racines dans l'époque coloniale et qui date de plusieurs décennies, et qui a été, au fil du temps, réorienté, réformé, modifié. Ça a commencé avec les accords de Yaoundé, ensuite vous avez les accords de Lomé, vous avez ensuite l'accord de Cotonou, et maintenant nous sommes sur l'accord de partenariat économique. La spécificité de l'accord de partenariat économique, c'est que cette fois-ci, les négociations ont été menées sur une période plus longue. Nous avons pris le temps qu'il nous faut et nous avons élargi de notre côté. Notre camp, nous l'avons élargi. Nous sommes descendus à la base pour associer le maximum des leaders d'opinion, pour associer les structures d'organisation sociale, pour associer le démembrement de nos gouvernements, pour faire appel à nos expertises et pour faire appel aussi aux expertises extérieures. Tout ça, c'est pour éviter les erreurs du passé, c'est pour tirer les leçons de notre coopération passée et voir si nous pouvons nettement mieux faire. C'est comme ça que nous avons procédé. Nous nous sommes dit, avant c'était des négociations purement commerciales. Vous achetez l'arachide, vous achetez le coton, vous transformez, vous ne transformez pas, ceci, les débats culpabilisants d'une part, et puis comme s'il y a une dette à faire payer. Cette fois-ci, nous avons dit, nous jouons donnant, gagnant, gagnant. Clairement, nous défendons nos intérêts, et c'est ça qui a fait que ça n'a pas été facile, et ça qui a fait que ça a pris plus de 10 ans. D'abord, entre nous-mêmes, ce n'est pas du tout facile. La société civile a sa vision, le secteur privé a sa vision, nous, les secteurs publics, les États, les organisations des États et tout, nous, comme la CEDEAO, l'IMOA et toutes les autres, même nos banques centrales et tout, nous avons aussi nos points de vue, nous pensons aussi œuvrer pour l'intérêt général.
Et donc, il fallait trouver des compromis, des consensus à notre niveau d'abord. Et je dois vous dire que ça a été plus difficile de trouver des consensus entre nous qu'avec nos partenaires. Ça a été plus compliqué, plus complexe entre nous qu'entre nos partenaires. Et je pense que chacun avait la légitimité et la légalité de se défendre, de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Et cela nous a beaucoup aidés. Même si à certains moments nous nous sommes énervés, nous avons pensé que certaines structures ou certains individus nous sabotent, en fait ça a été une chose positive en fin de compte. On vous pousse à réfléchir, on vous pousse à chercher des arguments, mais parfois, malgré votre optimisme, vous réalisez que vous vous trompez un peu et que les gens quelque part ont raison, vous allez vous caler sur eux. Et c'est ça qui a fait que, en fin de compte, sur le plan économique, d'abord, je dois vous dire que le commerce avec l'Union européenne, c'est un commerce qui existe déjà. Il existe déjà à sa manière d'être. Nous avons un commerce avec l'Union européenne. Nous envoyons des matières premières, ils nous envoient des produits finis. Nous avons notre système de protection douanière, nous avons aussi, c'est aussi notre source une de nos sources de revenus, les recettes douanières, c'est le marché. Nous avons donc là un enjeu financier. Un enjeu commercial, un enjeu de développement, parce qu'être toujours exportateur de matières premières, ce n'est pas une bonne chose. Être toujours importateur de produits finis, ce n'est pas une bonne chose. Il faut se développer, il faut se moderniser. Ça, c'est la situation actuelle. La situation actuelle est une situation où nous sommes principalement exportateurs de matières premières et principalement importateurs de produits finis. Et ça, ce n'est pas bon pour notre développement. Mais les importations de produits finis, ce n'est pas bon pour la construction de l'avenir, notre modernisation, ce n'est pas bon pour la création de la valeur ajoutée, mais c'est bon pour les recettes douanières. C'est là-dessus que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez avoir des recettes douanières, vous importez les produits finis. Vous importez davantage, vous gagnez des recettes douanières. Mais vous voulez vous développer parce que vous restez primaire. Et vous exportez les matières brutes. Vous ne les transformez pas. Très peu de valeur ajoutée. Et vous ne commercez pas entre vous alors que vous avez décidé de vous mettre ensemble pour créer une intégration économique. Donc, ce qui fait que la situation d'aujourd'hui est la suivante. Exportateur de matières premières, importateur de produits finis, commerce intrarégional faible, commerce avec l'extérieur fort. Voilà les profils. Dans la paix, nous voulons changer ça. C'est tout. Nous voulons le changer. Maintenant, dans notre manière de vouloir changer, nous pouvons aggraver, comme nous pouvons performer, comme nous pouvons innover. Et c'est ça qui a fait que nous avons débattu, nous avons discuté avec nous, nous avons trouvé une espèce de compromis. Tout le monde n'a pas été satisfait, certes, notamment certains démembrements de la société civile ne sont pas à 100% satisfaits, ils ont soulevé des inquiétudes, mais je pense que c'est tout à fait légitime et c'est normal, c'est comme ça. Nulle part on ne trouve sur des réformes aussi importantes un consensus global. C'est normal. Nous, voici ce que nous avons voulu défendre. Un, nous voulons qu'il y ait un début de transformation, un début d'industrialisation, particulièrement basé sur la transformation de nos propres matières premières. Mais à défaut de ça, quand même, un processus d'industrialisation. Il faut que ça commence, il faut qu'on sente une progression dans ce domaine. Ce qui va nous amener, d'une part, à changer le profil de notre commerce pour mettre un peu de produits transformés, créer sur place de la valeur ajoutée, donc créer de l'emploi et des revenus. Et ensuite, progressivement, et créer des emplois et des revenus, c'est aussi créer le pouvoir d'achat. Et c'est ça qui vous rend capable d'acheter avec les autres si vous êtes en accord commercial. Ça ne sert à rien de faire du commerce avec quelqu'un si vous ne pouvez pas acheter ses produits. Donc il faut aussi, et c'est ça que nous avons mis sur la table, nous avons dit aux Européens, nous, si on ne s'industrialise pas, on n'aura pas de revenus, on n'aura pas suffisamment de pouvoir d'achat pour commercer avec vous, nous ne pouvons pas acheter vos produits. Nous pouvons prendre peut-être votre aide alimentaire gratuitement, mais c'est un poison, c'est une anesthésie. Vous allez nous endormir avec ça, et un jour, on va être plus dépendant que jamais. Et donc, nous avons obtenu ces principes de soutenir le processus d'industrialisation, d'amorcer, d'accélérer le processus d'industrialisation de l'Afrique, de protéger les tissus industriels déjà existants, qui est de l'ordre de 7% de notre économie, de notre création économique, 7% du PIB,
Donc nous voulons augmenter ces taux. Et nous avons basé notre négociation sur ça. Et comment ça va se faire? Eh bien, d'abord, il faut trouver les débouchés. Les débouchés, ensuite, il faut avoir le potentiel. Les débouchés, nous pensons qu'il y a nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes d'abord. Au moins, on peut au moins développer l'industrie dans le domaine des produits de l'hygiène. Nous pouvons développer l'industrie simple, facile, dans un premier temps, les produits alimentaires transformés. Passer de la graine brute à la graine nettoyée, à la farine de la graine, ça, c'est pas sorcier. Faire des montages, fabriquer des petits appareils à usage agricole. Les équipements agricoles ne sont pas pour le moment très sophistiqués. Quoique nous ayons même la capacité, dans des pays comme le Ghana, le Nigeria, nous avons des génies. Il y a des gens qui sont en train de fabriquer les ordinateurs aujourd'hui. Donc nous pouvons aller pour la satisfaction des besoins des masses, aller vers des systèmes qui visent la satisfaction des besoins des masses pour meubler le commerce intra-régional. Si tu meubles le commerce intra-régional, ça veut dire que tu as créé des richesses, ça veut dire que tu as créé des revenus, tu as créé des emplois. Donc tu as absorbé la jeunesse. Et tu as réduit le chômage. Voici. Et ça peut se faire comment? Il ne faut pas toujours compter sur l'autre. Nous, notre ouverture sur l'Europe n'est pas... Notre offre, ce n'est pas une marchandise à vendre aux Européens contre argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous avons voulu casser une habitude. Cette habitude de tendre la main, de demander aux autres, d'interpeller par rapport à la colonisation, d'interpeller par rapport à tout ce qui nous a été fait de mal et demander la contrepartie en argent et amener des projets qui viennent ici, ils nous occupent, on fait des financements et en fin de compte, quand les projets terminent, il n'y a rien. Sauf des épaves de voitures ou un petit bâtiment d'une cellule qui reste là-bas et qui va, après les chauves-souris vont venir l'occuper. Donc, nous voulons changer les choses. Changer les choses comment? Nous avons voulu créer notre propre fonds régional pour soutenir, encourager l'investissement privé chez nous. En fait, l'investissement, le vrai investissement de création de richesses d'emplois, c'est le secteur privé. L'État peut peut jouer son rôle régalien, faire les infrastructures, faire tout ce qui est collectif, qui ne rapporte pas des revenus pour qui que ce soit, qui ne rapporte pas de bénéfices plutôt. Les États peuvent s'investir là-dedans, mais le secteur privé, la création des marchandises, les remises en marché et tout ça, c'est l'affaire du secteur privé. Et nous avons voulu négocier un soutien de l'Europe, un soutien financier de l'Europe pour soutenir notre secteur privé et l'orienter vers l'investissement productif, l'investissement créateur d'emplois et de revenus. Et axer la transformation des produits d'abord sur la satisfaction de la demande interne, la demande intra-régionale. Une économie est d'autant plus indépendante qu'elle échange avec elle-même. C'est un facteur d'indépendance. Aujourd'hui, si on vous dit que l'économie américaine, c'est l'économie la plus indépendante du monde, c'est parce que elle fait plus d'échanges avec elle-même. Son offre répond plus à sa propre demande qu'à la demande extérieure. Et sa demande est satisfaite plus de l'intérieur que de l'extérieur. C'est ça qui fait l'indépendance de l'autonomie d'une économie. Quand vous dépendez pour l'énergie, vous dépendez de l'extérieur. Pour la production de l'eau, vous dépendez de l'extérieur. Pour votre santé et votre éducation, vous dépendez de l'extérieur. Il faut que les gens viennent vous financer. Pour chaque chose, même pour produire un document, vous dépendez de l'extérieur. Il vous faut des experts, il faut de l'argent pour financer de l'expertise. Vous dépendez complètement dans tous les domaines. Donc nous voulons amorcer un processus progressif d'indépendance. Et nous avons été francs, transparents avec nos partenaires et nous avons trouvé des compromis. Les Européens vont nous soutenir. En fonction, ils ont exprimé leur volonté. Ils nous soutiennent en fonction de leurs moyens actuels aujourd'hui. Ils sont en crise, ils nous ont soutenus avec 6,5 milliards. Ces 6,5 milliards vont être orientés principalement vers le désenclavement de la région. Désenclaver notre région de l'intérieur, c'est faciliter les échanges entre nous. Je pense que c'est un grand gain, c'est réduire les coûts d'approche de nos produits. Quand le Niger veut échanger avec le Sénégal, on réduit le coût d'approche.
Quand le Mali veut échanger avec le Nigeria, on réduit le coût d'approche parce qu'il y a une autoroute, parce qu'il y a un chemin de fer. C'est pour réfectionner nos ports, augmenter leur capacité. C'est pour produire de l'énergie, réduire le coût de l'énergie. C'est pour réduire le coût de l'eau. Vous savez, on ne peut pas se développer sans l'énergie, l'eau et les moyens de communication, y compris les routes, les ponts et les ports. Nous avons voulu mettre l'accent. L'argent qu'ils nous donnent, plus de 50% vont dans ce domaine. Le reste va en soutien au secteur privé, un peu la société civile, un peu le secteur des services, secteur privé des services, un peu le processus de suivi, évaluation, etc., etc. Voilà un peu ce que nous avons voulu faire. Ça, c'est parce que les gens s'intéressent à la question, ils sont habitués à l'argent, ils veulent l'argent de l'extérieur, il faut leur expliquer c'est quoi. C'est 6,5 milliards, voici les priorités. 6,5 milliards d'euros ou dollars? D'euros. D'euros sur 5 ans, pour le premier quinquennat. Et en fonction de l'évolution de la santé économique de l'Europe et de sa santé financière, et en fonction de nos propres performances, notre dynamisme, nos capacités encore de négociation et d'exploitation des conventions que nous avons signées avec les autres. Souvent, on ne lit même pas les conventions. On ne les lit même pas bien, ligne par ligne. On ne suit pas leur mise en œuvre. On ne connaît même pas interpeller quand on est... Alors, donc, en fonction de notre capacité de jouer les partenariats, d'exploiter la convention, nous bénéficierons encore, tous les 5 ans, nous bénéficierons d'une enveloppe, soit sur la base des mêmes priorités, soit en réorientant nos priorités, en modifiant nos priorités, nous sommes souverains là-dessus. Voici un peu sur le plan de la contribution financière de l'Europe. Ceci est minime par rapport à nos besoins. Minime par rapport à nos besoins. Mais vous savez, même quand on nous donne quelques centaines de millions d'euros, nous sommes incapables de les consommer. Nous sommes en sous-capacité de consommation de crédit. Les besoins sont énormes, nous sommes là incapables. D'abord de l'extérieur, ce n'est pas facile de décaisser. Et chez nous, nous ne sommes pas si dynamiques, si compétents pour être francs avec vous, pour vraiment exploiter bien les conventions et faire vite mettre les choses, jouer les partenaires pour exploiter cet argent et l'investir. On est là, on se pinaille, pour nommer un coordonnateur de projet, c'est un problème, ça va amener les partis politiques, on fait des négociations interminables. Chacun veut tirer son propre bénéfice individuel de l'affaire et ça crée des problèmes, on traîne et puis voilà, et on échoue. Donc ici, consommons déjà ça avant les 5 ans, rapidement, sur la base, en respectant nos engagements, en faisant preuve de dynamisme, de compétences, et de faire des choses, démontrons au peuple européen, ce n'est plus aux dirigeants européens ou à la Commission européenne, mais aux peuples européens qui suivent et qui ont intérêt à ce que ça marche et qui veulent que ça marche chez nous. Nous démontrons-leur que l'argent qu'ils ont donné, c'est peu, mais le peu qu'ils ont donné, nous avons fait de très bonnes choses. Maintenant, ils doivent tripler ou quadrupler. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas pinailler à l'avance. On te donne, tu ne fais rien avec, tu ne bouges pas. Ou tu détournes. Voilà, en ce qui concerne l'aspect financier. Maintenant, je viens à la préoccupation sociale. Je pense que je l'ai balayé à travers mon commentaire. La préoccupation sociale, ça, il n'y a pas de social en dehors de la création des richesses. Les histoires d'assistanat, les cadeaux là, ça ne marche pas. Ça a des limites, ça atteint vite ses limites. On peut faire des gestes exceptionnels à des situations aléatoires ou conjoncturelles, mais on ne peut pas éternellement faire du social, prendre comme ça. Non, ça ne peut pas se faire. Il faut que les gens participent. C'est même une façon d'humaniser, parce que c'est une exclusion, c'est grave que de mettre quelqu'un dans l'assistanat total. Donc, la jeunesse africaine, les hommes africains qui ont l'expérience, qui ont la science, qui ont les connaissances, qui ont tout, et la jeunesse, il faut que les gens travaillent, qu'ils participent à la vie, qu'ils soient responsables dans la vie. C'est la responsabilité de la vie. Il faut qu'ils soient inclus dans la vie et qu'ils gagnent leur pain à partir de leur propre chair et qu'ils développent leur expérience, leurs connaissances et tout ça. Ça ne peut se faire qu'à travers les investissements, à la fois publics et privés. Ça ne peut se faire aussi qu'à travers le soutien au secteur de l'éducation, au secteur de la santé, bien au secteur de la formation. Les universités sont mortes chez nous, les laboratoires sont enterrés, il faut tout déterrer. Les laboratoires de sciences physiques, l'informatique, ça foirait. Il n'y a pas d'équipement informatique dans les universités et tout ça. Donc il faut vraiment
un soutien important. Et l'APE nous renvoie vers nous-mêmes. Il nous interpelle nous-mêmes. Les choses doivent aller ensemble. On ne peut pas aller sur un secteur ou un domaine laisser les autres. Ça doit aller ensemble. Si on doit encourager l'investissement privé pour transformer la matière première, pour transformer ou pour participer à la transformation, créer des richesses, créer des emplois et des revenus, il faut aussi bien former de façon appropriée, adaptée aux besoins de l'emploi, c'est chez nous. Il faut aussi bien éduquer, apprendre aux gens les bons réflexes. Il faut apprendre aux gens la bonne gestion, la bonne vie en communauté. Toutes ces choses, ça doit aller avec. Et donc, ça nous interpelle nous-mêmes. Donc, si nous ne changeons pas d'attitude, nous changeons de façon de budgétiser, de répartir les ressources chez nous, en fonction des secteurs, si on passe tout notre temps à faire des campagnes politiques, on fait campagne, on passe, on a le pouvoir, on commence la campagne pour la prochaine campagne. Il faut que ça s'arrête. Quand vous finissez votre campagne, vous avez gagné, exécutez votre programme au lieu d'entreprendre une autre campagne. Déjà, vous entreprenez l'autre campagne pour rester encore. Ça, c'est pas bon. Donc, si on ne change ça, ce n'est pas l'APE qui va régler les problèmes de l'Afrique. C'est les Africains qui règlent les problèmes de l'Afrique, à commencer par les dirigeants. Ils donnent le bon exemple, ils se sacrifient, et c'est comme ça qu'on peut réussir. Voici donc cette petite parenthèse. L'agriculture. Nous, pour l'agriculture, je pense que les plaintes et les inquiétudes n'ont pas leur raison d'être. Elles n'ont pas leur raison d'être parce que c'est là où les Européens ont accepté tout ce que nous avons demandé. Pour être franc avec vous, ils reconnaissent que l'agriculture chez nous, ce n'est pas seulement un secteur économique, c'est à la fois un secteur économique et un secteur hautement social. C'est une vie. Et s'il y a quelque chose à conserver, c'est bien ce système. Et il faut le développer, le transformer en fonction de sa propre dynamique, en fonction de ses propres impératifs. Et ça a été accepté. Vous savez que même dans les financements actuels des Européens, avant même la paix, l'agriculture a toujours été prioritaire pour eux, ils ont toujours contribué. Bon, ça n'a pas marché, les fautes sont partagées. D'abord, en termes d'investissement, nous la considérons comme prioritaire, c'est-à-dire qu'on encourage à la fois la production et les transformations des produits agricoles. Ensuite, en termes de démantèlement, nous avons exclu du démantèlement l'agriculture. Pratiquement, elle est exclue, l'agriculture. Non seulement elle est exclue, mais elle est aussi protégée. Donc il n'y a vraiment de ce côté pas d'inquiétude. Mieux, pour notre région, nous avons exigé des Européens que si jamais il leur arrive d'exporter des produits d'origine agricole vers chez nous, il faut que ce soit fait sans aucun soutien en amont de leur part, sans aucune subvention déguisée de quelque sorte que ce soit. Et ils ont accepté ces prévisions, on a mis ça comme engagement dans les textes de l'accord. Donc l'agriculture, il n'y a pas de problème pour l'agriculture. L'éducation et la santé sont prioritaires pour nous et prioritaires pour les Européens. Quand vous regardez le financement actuel du FED, ce sont des secteurs prioritaires et les Européens continuent à croire à la priorité de ces secteurs. Mais c'est nous, il faut savoir exploiter les engagements de l'autre, il faut savoir utiliser les moyens que l'autre a mis à nos dispositions, mais il faut aussi mettre nos propres moyens. Il faut mettre nos propres moyens, que dépasser des marchés avec des surfacturations sur le budget national. Mais il faut affecter l'argent à l'éducation, à la santé. Voilà, un peu pour les aspects sociaux. En ce qui concerne le démantèlement, toujours maintenant l'économie d'une manière générale, d'abord les 5 premières années, il n'y a rien à faire. L'Europe, elle, dès la signature de l'accord, l'Europe ouvre à 100% son marché. Mais moi, j'ai été porté plus par les marchés européens. Pour moi, l'avantage numéro 1 de l'APE, c'est le marché européen. Pourquoi les Chinois, les Coréens, les Brésiliens et les Turcs arrivent à l'exploiter, ce marché, au point que les Européens se sentent menacés, évincés de chez eux, et nous, on ne peut pas? Pourquoi? On a plus de potentiel que l'Asie, on a plus de potentiel que l'Amérique latine, et puis les hommes, les femmes, nous sommes les mêmes, nous avons fait les mêmes universités. Nous avons une population très forte, plus de 300 millions d'habitants dans cette région. Nous avons des têtes, on a tout. Pourquoi nous, on ne peut pas exploiter ces marchés? Les Asiatiques, les Latino-Américains, les Indiens, ils arrivent à exploiter. Ce marché est un atout. Il faut réfléchir à exploiter ce marché que de réfléchir à chercher des arguments pour qu'on ne signe pas l'accord. Il faut le signer et s'il est négatif, il faut le positiver de façon stratégique. Il faut forcer
Démontrer aux Européens que s'ils pensent nous avoir protégés, eh bien, nous piégés, eh bien, nous sommes malins. Et voilà comment on va faire. Il faut faire comme ça. Il ne faut pas se figer. Refuser tout, ne rien proposer, ça ne marche pas. Nous sommes dans un monde... Et puis, de toutes les manières, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, avec des douaniers, empêcher la rentrée ou l'entrée d'un produit. Ce sont nos compatriotes qui vont les chercher pour l'amener. Ils vont sacrifier leur vie pour vous l'amener ici. La preuve est que nous avons des produits américains, japonais et chinois qui coûtent moins cher chez nous que là où on les a produits. Comment les gens ont fait pour les amener? Ils les ont amenés en hors taxe informelle. En hors taxe informelle. Est-ce que vous voyez? Ils nous ont contournés, ils ont amené ça. On n'a pas eu de recette douanière et le produit est venu de façon sans prévision, rien, il nous surprend. Tu te réveilles le matin, tu trouves des cellulaires, des ordinateurs au quart du prix de l'importation normale. Et tu trouves des vêtements de sport, des chaussures de sport au quart du prix de la marchandise normalement importée. On fait quoi? Est-ce qu'on accompagne pour décourager la fraude, la contrebande et tout ça, avoir un commerce maîtrisé sur le plan de l'information et un commerce sur lequel on peut anticiper, on peut faire des prévisions, encadrer tout ça, ou bien forcer comme ça, compter sur les douaniers qui sont limités au point de vue moyen, humain, matériel, qui ont des limites, qui ne peuvent pas intervenir vraiment dans des espaces comme le nôtre, frontières poreuses, tout. On ne peut pas. On a beaucoup de problèmes à gérer, pas seulement courir derrière les marchandises. Donc, voilà un peu, nous avons voulu donc procéder à cette libéralisation contre les 100% d'ouverture du marché européen. Nous donnons une ouverture progressive. Les 5 premières années, nous ne faisons rien. Nous réfléchissons, nous nous organisons, nous mettons en place nos stratégies pour faire ça. Le deuxième quinquennat, nous libéralisons les produits qui encouragent le producteur. Nous enlevons les droits de douane qui sont insignifiants d'ailleurs, c'est entre 0 et 10% maximum. Nous enlevons les droits de douane sur les équipements, les matières premières, les engrais, les autres intrants et les autres biens de production. Et ça, c'est 0%, 5%, 10%. Ça, quand on fait ça, on le fait pour nous, pas pour l'Europe. Nous encourageons l'investissement chez nous. Surtout que chez nous, nos banques, quand vous empruntez de l'argent dans nos banques, on vous parle de 3, quelque chose pour cent et les Européens trouvent que c'est élevé. Emprunter l'argent en Europe, c'est 3 et quelques pourcents. Et les gens trouvent que les gens pleurent, ils pensent qu'aux États-Unis, c'est encore moins cher que ça. Ils veulent que les Américains. Chez nous, en fin de compte, même si vous investissez dans le secteur productif, c'est de l'ordre de plus de 17%. Si c'est le secteur de la consommation, c'est de l'ordre de 24% dans nos pays. Comment vous allez investir? Donc, le système bancaire ne participe pas au financement du développement. Je ne connais pas, moi, les causes et les raisons. Je ne sais pas. Il a sa logique. Il faut que c'est des entreprises. Il faut qu'ils réalisent des profits. Donc, ils ont leur manière de gérer, de survivre. Il y a peut-être des choses à régler de l'autre côté en amont du système bancaire et tout ça. Parce qu'il n'y a pas de financement. Le financement est cher chez nous et tout ça. L'énergie est chère, le transport est cher, l'eau est chère. Donc, il faut trouver quelque part où faire respirer un peu le secteur privé et c'est pour ça que nous avons dit on enlève la douane sur l'équipement. J'enlève la douane sur l'engrais. J'enlève la douane sur les produits chimiques qui permettent de lessiver l'or ou de traiter vos métaux pour fabriquer vos produits, vos bijoux et tout ça. Ça, c'est une mauvaise chose. C'est ça qu'on fait. Et même ça, ce n'est pas d'un seul coup, c'est par étapes. Un produit qui est taxé à 10%, le premier quinquennat, on l'enlève de 5%, les 5 autres pourcents seront enlevé au prochain quinquennat. Un produit à 20%, on enlève cette fois-ci 10%, le prochain quinquennat, on enlève 10%. Et ainsi de suite, au cours de 4 quinquennats, 20 ans, on libéralise. Ce qu'on a mis dans le panier de la libéralisation. Maintenant, il y a ce qu'on n'a pas mis dans le panier de la libéralisation. Ce sont les produits industriels stratégiques. Ce sont les industries naissantes, c'est l'agriculture. Nous les avons exclus de la libéralisation. Nous les avons exclus. On ne dit pas question de libéralisation, nous les protégeons. C'est notre survie. Et ça fait 25% de nos produits. Voilà un peu. Donc, voici un peu, très grossièrement, brosser la situation. Maintenant, les gens disent, oui,
l'ouverture sur l'Europe, c'est l'invasion des produits manufacturés. Mais si vous dormez, c'est ça. Moi, je ne vous demande pas. Si on reste comme nous sommes, on signe, on va signer les accords et il n'y a rien de nouveau. Nous gardons nos attitudes et nos habitudes. Mes chers amis, c'est plus grave que l'accord de Yaoundé. Ça va être plus dramatique que l'accord de Cotonou. Si vous dormez. Mais si maintenant, vous prenez cet accord qui est un accord global, c'est à la fois un accord commercial et un accord de développement, vous le prenez dans sa globalité. Et vous vous donnez comme objectif majeur d'occuper les marchés européens qu'on vous a ouverts à 100%. De vous préparer pour faire appliquer aux Européens l'engagement qu'ils ont signé. De leur empêcher de créer des obstacles artificiels pour empêcher nos produits d'aide. Il faut s'engager sur le terrain là-dessus. Où est ce dynamisme-là? Tu le vois venir toi aujourd'hui? Non. Où est ce dynamisme? Donc nous avons besoin de ce dynamisme. Nous avons besoin de ces intelligences et de ces initiatives pour qu'on prenne les devants, qu'on ait des véritables laboratoires de suivi, d'évaluation, de réorientation, d'orientation, d'interpellation, et des sanctions même, d'arbitrage, tout ça. Il faut qu'on ait tous ces mécanismes rapidement et que tous nous soyons branchés là-dessus pour travailler là-dessus. Si on laisse les ministres viennent à nos réunions, ils viennent à nos réunions, souvent ils sont des passages pour une autre réunion à Washington ou à New Delhi. Ils sont des passages, ils n'assistent même pas pour suivre tous les experts, pour suivre leur mission. Ils ne restent pas. Ils ne nous invitent pas dans les ministères pour venir exposer aux cadres, leur exposer et même leur faire comprendre les enjeux. Aucun n'a pris l'initiative de nous dire venez nous exposer en détail pour nous spécifiquement. Venez chez moi ici dans les pays X, à moi et mes cadres, expliquez-nous. Allez dans les autres ministères économiques, expliquez. Aucun ministre n'a fait ça. Et demain, ça va. Moi, je ne serai pas. Moi, je vais dire non, nous sommes tous responsables si on échoue. Je ne suis pas le seul responsable. Le président de la commission de la CEDEAO ne sera pas le seul responsable. Nous sommes en train de faire des choses. Il faut mettre la main dans la pâte. Il faut tremper bien dans la chose. Vous regardez bien. Les cadres ont compris. Vos conseillers ont compris. Ils vous ont dit OK, c'est bon et on y va. Et donc, voici un peu ce que nous avons concocté jusqu'à présent. Et je dois dire que sur le plan, si vous voulez, de la participation, ce processus a vraiment bénéficié d'une participation exceptionnelle. La société civile a participé. Vraiment, la société civile a participé. Elle a contribué. Et ça a été très profitable pour nous. Quand bien même sur beaucoup de choses, nous n'étions pas d'accord, il faut le reconnaître. Nous n'étions pas d'accord, ils n'étaient pas d'accord avec nous, ils n'avaient pas confiance, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, sur beaucoup de choses, il y a les altermondialistes et tout ça, par principe même, ils ne peuvent jamais cautionner quoi que ce soit qui soit objet d'accord international. Vous savez, c'est pas même la BCE, là, vous avez vu les gens qui marchent pour remettre en cause la Banque européenne, ils remettent ça en marche, donc l'intégration européenne même est en train d'être remise, on pense qu'elle n'est pas bonne pour les peuples européens et tout ça. Ça, c'est quelque chose comme ça. Parfois, les gens ont raison. Parfois, c'est mitigé. On ne sait pas. Mais les politiques économiques, ce ne sont pas des... Les politiques économiques, il y a un peu de l'aléa dedans. C'est une réforme économique qui procède d'une politique économique, d'une politique commerciale que nous sommes en train de concevoir et de mettre en œuvre. Peut-être dans certains domaines, on va avoir du succès. Dans d'autres, on va avoir des échecs, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'échec en blanc à donner à qui que ce soit. Et donc, ce qui compte, c'est de se mettre en tête, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse. Comme j'ai signé, il faut que je fasse en sorte que je réussisse ça. Il ne faut pas que demain j'évalue et je vois que vraiment c'est pire que ce que j'avais bien avant. Et si on dit il faut que je réussisse, et on retrousse les manches, on se met là-dessus, quelque part on va réussir. Or moi je n'ai pas vu ça là, je n'ai pas vu affiché, il faut que je réussisse, il faut que je m'y mette, il faut que j'exploite le marché européen. Il faut que d'ici l'année prochaine, il me faut au moins transformer 3 produits. D'ici 2 ans, il faut que je transforme 3 produits chez moi. J'engage les études, je vais voir. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Okay. C'est possible pour un produit, les 2 autres, ce n'est pas possible. Les coûts sont élevés. Je laisse tomber, je fais un. Je change, je cherche d'autres produits à transformer. Et je ne peux pas transformer chez moi. Est-ce que je peux transformer quelque chose qu'on a... Mais en fin de compte, tu ne peux même pas importer des produits en vrac pour les emballer chez toi. Emballer les produits chez toi, tu sais que ça crée des emplois. Ça crée ou ça ne crée pas? Ça crée des emplois, ça crée des revenus.
Bon, je vais dire à mon partenaire commercial, la Chine, qui m'envoie du thé, ne m'envoyez plus du thé en paquet. Envoyez-moi du thé en vrac. C'est moins cher, ça vient. Je fabrique les paquets. Je fabrique les paquets, les étiquettes, les écritures. Mon imprimerie va avoir quelque chose à faire dedans. Elle va écrire, elle va mettre les publicités. Tout. Ma radio, ma télévision vont avoir de la publicité, ils vont avoir prestation de services, ils vont avoir. J'aurai mes manœuvres qui vont emballer les paquets, les mettre, les machins. J'aurai la papeterie qui va me donner les cartons. Et j'aurai, vous voyez, ça c'est difficile. Même ça, on n'arrive pas à faire. On ne peut même pas fabriquer des sachets. Rien. On dort. Et puis on crie, on fait des discours. On est fort dans les discours. On est fort pour démolir les gens, pour contester tout, on est fort. Et quand il s'agit de faire pour changer, il n'y a rien qui se fait. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Et puis je vous remercie vous-même. Je remercie notre télévision. Et je souhaite qu'elle persévère dans ce genre d'organisation et dans ce genre d'échanges entre nous Africains pour nourrir nos projets et puis atteindre nos objectifs.